Il est 18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce 24h Afrique à la une de l'actualité. Réélection pour un second mandat au premier tour du président mauritanien Mohamed Chir Ould Ghazouani. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune lui a adressé une lettre de félicitations. La fièvre des contestations anti-normalisation au Maroc se fait sentir de jour en jour. La révolte, cette fois-ci, gagne l'université polytechnique de Mohamed VI. Les étudiants exigent la rupture des liens de coopération académique avec les universités sionistes. Le vice-président nigérian au chevet des victimes des attentats suicides de Gwoza pour s'enquérir de leur état de santé. Les 4 attaques terroristes ont fait 32 victimes parmi les civils. Situation sécuritaire plus inquiétante à l'est de la République démocratique du Congo. Le M23 gagne du terrain. Tshisekedi promet de restaurer l'ordre et la sécurité. Je vous le disais à l'instant, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de félicitations à son homologue mauritanien Mohamed Ould Chir Ghazouani après sa réélection hier lundi 1er juillet 2024 pour un second mandat présidentiel à la tête du pays. Affirmant, je cite, « J'ai l'honneur de vous adresser mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux en vous souhaitant de rencontrer le succès dans l'accomplissement de votre mission. Après avoir bénéficié de la confiance renouvelée du peuple mauritanien, frère, en votre honorable personne pour diriger le pays et poursuivre la marche de la croissance et du développement sous votre sage conduite pour le bien, la prospérité, la sécurité et la stabilité de la Mauritanie, pays frère. » Et l'heure est à la fête et au soulagement pour les soutiens du président sortant Mohamed Ould Chir Ghazouani. Il vient d'être réélu dès le premier tour pour un second mandat à la tête de la Mauritanie. Ils étaient nombreux à s'être donné rendez-vous à son siège de campagne pour exprimer leur satisfaction des résultats finaux provisoires du scrutin du 29 juin, donnant le président sortant gagnant dès le premier tour avec 56,12% des voix exprimées. Et de leur côté, les observateurs de l'élection mauritanienne déployés par l'Union africaine ne cachent pas leur satisfaction du climat politique serein dans lequel s'est déroulée l'élection présidentielle, affirmant que le scrutin s'est tenu dans un environnement sociopolitique global apaisé sans incident majeur, a fait savoir donc le chef de la mission d'observation de l'Union africaine lors d'une conférence de presse juste après l'annonce des résultats finaux provisoires. L'élection présidentielle du 29 juin 2024 s'est tenue dans un environnement sociopolitique global apaisé sans incident majeur noté par la mission sur l'ensemble du territoire national. La mission a salué l'institutionnalisation de la culture du dialogue entre les parties prenantes tout au long du processus électoral. Elle a aussi noté que le système politique mauritanien évolue tout en se modernisant et en se consolidant depuis des années de façon qualitative, et ce nonobstant les controverses relatives à l'audit du fichier électoral soulevées par l'opposition. Les opérations de dépouillement ont été réalisées de manière transparente et conformément aux procédures en présence des observateurs et des représentants des candidats. Les copies des procès-verbaux des résultats ont été remis à tous les représentants des candidats et une copie a été affichée. La remontée rapide des résultats électoraux et leur publication, ainsi que les copies des procès-verbaux sur les sites de la CENI.
Au Maroc, le procès du militant anti-normalisation Abdelrahman Zenked a été reporté hier soir pour le 10 juillet 2024, alors que des manifestations et de groupes de défense des droits de l'homme se sont rassemblés devant la cour d'appel de Casablanca où devait se tenir le procès pour réclamer sa libération. L'instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma a déclaré que les accusations portées contre le militant sont liées à ses publications sur les réseaux sociaux et ses positions rejetant la normalisation. Zenked a été arrêté à son domicile le 22 mars 2024 par les forces de sécurité marocaines et condamné en avril 2024 à une peine de 5 ans de prison ferme assortie d'une amende de 50 000 dirhams. Et au Maroc, toujours et depuis avoir normalisé les relations diplomatiques avec l'entité sioniste, les scandales s'enchaînent et s'ensuivent. La fièvre de la manifestation anti-normalisation affecte plusieurs secteurs. La dernière en date, celle de l'université polytechnique Mohamed VI, où près de 13 000 étudiants ont adressé une lettre exigeant de rompre les liens de coopération académique avec les 8 universités sionistes. Commentaire Hamid Mechiri. Mohamed Amina Berkane. Personne ne s'y attendait. Des centaines d'étudiants et diplômés de l'université Mohamed VI Polytechnique, institution réputée comme fabrique d'élite qui prépare la classe dirigeante du royaume, se joignent au mouvement des étudiants déclenché par les universités américaines et occidentales en solidarité avec la Palestine. Alors que le Marzen s'entête dans sa position complaisante avec l'entité sioniste, un communiqué signé par près de 1300 étudiants est adressé à la présidence de cette université, lui exigeant de se désengager de ses liens avec ses différents partenaires sionistes. Une revendication vivement réclamée et demandée par les milliers de Marocains qui défilent périodiquement dans la rue contre la normalisation avec l'État sioniste. Le communiqué datant du 25 juin 2024, révélé depuis hier par des médias, a fait savoir publiquement son rejet des accords liant l'université marocaine à ses partenaires sionistes impliqués dans l'occupation, l'apartheid et crimes de guerre et génocide contre les Palestiniens. Les signataires de ce communiqué se sont engagés également de lutter par tous les moyens légitimes pour faire tomber ces partenariats. Les signataires ont reçu une invitation au dialogue de la présidence de l'université, mais au lieu de répondre de bonne foi à leurs demandes, elle aura signifié qu'elle refuse de rompre les relations avec les partenaires sionistes. Cette lettre a déclenché également une nouvelle série de scandales, jusqu'à présent méconnus de l'opinion publique suite aux révélations de l'ampleur de la coopération entre cette université et ses homologues sionistes axés principalement sur la technologie de l'armement. Un scandale qui en chasse un autre, celui tout récent de l'escale du navire de guerre sioniste au port de Tanger, contournant la mer Rouge pour échapper aux attaques des Houthis. L'un des exemples les plus troublants est un accord avec une université sioniste qui forme des ingénieurs spécifiquement pour travailler dans des entreprises de fabrication d'armes, ainsi que les cadres d'élite et la majeure partie des réservistes de l'armée d'occupation. Elle développe des drones et bulldozers téléguidés qui aident également l'armée sioniste à détruire les maisons palestiniennes et des méthodes pour découvrir les tunnels souterrains visant spécifiquement à aider au siège de Gaza. Avec ces révélations scandaleuses, on se rend compte que le Marzen n'est pas un régime qui se soucie d'écouter les doléances de son peuple ou de travailler en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. Il n'est redevable qu'à son partenariat avec l'entité sioniste qui converge avec ses intérêts colonisateurs et expansionnistes. Je vous le disais en titre, le vice-président du Nigeria, Kashim Shettima, s'est rendu au chevet des victimes des attentats suicides dans la ville de Gwoza, à l'hôpital de Maiduguri, où il s'est enquéré de l'état de santé des blessés. Selon les derniers chiffres communiqués par les autorités du pays, le bilan des morts déplorés de l'attentat s'est alourdi à 32 personnes et 26 personnes sont encore hospitalisées et en soins. Pour rappel, Gwoza a été le théâtre samedi de 4 attentats suicides presque simultanés.
Nous sommes de tout cœur avec les victimes. Jusqu'à présent, 32 personnes ont perdu la vie. 42 ont été blessées, ramenées de Gwoza. Environ 14 sont sortis de l'hôpital, mais 26 reçoivent actuellement des soins. Le président Bola Ahmed Tinubu est de tout cœur avec les victimes et il nous a expressément demandé de venir présenter nos condoléances aux victimes de cet incident. Le ministre tunisien de l'Intérieur Khaled Nouri et son homologue libyen Ahmed Mustafa Trabelsi ont annoncé lundi la réouverture totale du poste frontalier de Ras Jdir dans les deux sens. La réouverture de ce poste a été reportée à 2 reprises en raison de l'absence de toutes les conditions nécessaires. Il est resté toutefois ouvert pour les urgences médicales et le passage diplomate. La Tunisie et la Libye ont signé en juin dernier le procès verbal d'un accord relatif à l'ouverture de 4 portes du point de passage frontalier de Ras Jdir à libre circulation des personnes et des marchandises. Aujourd'hui, nous nous rencontrons pour annoncer officiellement la reprise des activités au poste frontière de Ras Jdir. Il a été convenu que les 2 parties étaient prêtes à rouvrir complètement le point de passage après son ouverture partielle le 13 juin pour les cas d'urgence. Ce que la Libye et la Tunisie ont vécu en termes d'insécurité aux frontières a été réglé au cours de la dernière période lors de la fermeture du point de passage de Ras Jdir pour une réorganisation des 2 côtés, libyens et tunisiens. Et en République démocratique du Congo, la situation sécuritaire s'enlise en raison des avancées du groupe armé du M23. En effet, le groupe armé gagne du terrain et s'empare de nouvelles localités sur le front nord. Le point avec Imen Merad. Le groupe armé du M23 continue de gagner du terrain dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon des médias locaux, le M23 ne cesse d'occuper de nouvelles localités sur le front nord du conflit qui l'oppose aux forces gouvernementales. Samedi dernier, c'est la ville de Kanya-Bayonga qui est tombée aux mains du M23. Kanya-Bayonga, considéré comme un point culminant menant vers le nord des accès aux villes de Butembo et Beni, fief de l'importante tribu Nandé et grands centres commerciaux du pays. Kanya-Bayonga abrite plus de 60 000 personnes et des dizaines de milliers de personnes déplacées ces derniers mois. Le président congolais Félix Tshisekedi a réuni samedi un conseil de défense s'exprimant à l'occasion de la journée d'indépendance. Lors de son allocution, le président Tshisekedi a tenté de rassurer la population, promettant le triomphe. Le défi sécuritaire auquel nous sommes injustement confrontés est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée de notre part. En cette journée sacrée de notre indépendance, je ne peux passer sous silence la grave situation sécuritaire qui secoue notre pays. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triompherons de cette agression injustifiée. Depuis fin 2021, les territoires de Rutshuru et Massissi dans le nord Kivu sont en proie à un conflit opposant le groupe armé du M23 aux forces gouvernementales. Une situation extrêmement tendue dans l'est de la RDC où les affrontements ne sont pas près de connaître l'épilogue. Les jeunes résistants Wazalando continuent de combattre dans les rangs des forces armées congolaises pour défendre leur territoire. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24h Afrique. Retrouvez l'ensemble de ces informations et bien plus encore sur l'ensemble de nos plateformes digitales qui s'affichent en bas de votre écran. Excellente suite des programmes sur Albel 4 News.